Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Journée internationale des droits des femmes. Moi c'est Doua, j'ai 14 ans, je suis élève de l'école Adversaire Evangeline. Je vous présente Sana, intervenante de la MDG Bordeaux Quartier-Ville. Je la laisse se présenter. Allô, donc moi c'est Sana, je suis intervenante à la Maison des Jeunes de Bordeaux Quartier-Ville maintenant depuis plus de 2 ans. Puis je suis aussi étudiante à l'Université de Montréal, j'étudie en anthropologie. Et en plus de ça, je fais de la photo, donc c'est une de mes passions. Aujourd'hui, on va parler de la Journée internationale des droits des femmes. C'est une journée consacrée à l'accès à des droits pour les femmes, comme avortement, avoir le choix du mariage, contraception, l'égalité entre les femmes et les hommes. Et nous avons l'honneur d'accueillir Madame Elisandra Thomas, directrice de l'école Adversaire Evangeline. Je vous laisse vous présenter. Bonjour. Alors voilà, je suis la directrice de l'école Adversaire Evangeline, qui est la nouvelle grande école du quartier. Donc, depuis 1 an et demi, j'étais directrice de l'école L'Adversaire qui accueillait juste le premier cycle. Maintenant, on a unifié tout le quartier, les 2 écoles pour accueillir tous les élèves du quartier. Donc là, je suis la directrice de la grande école L'Adversaire Evangeline pour laquelle on cherche un nouveau nom. Et tout le quartier est invité à voter. Il y a des messages qui ont été envoyés dans les boîtes aux lettres des voisins, puis sur notre site Internet. Donc, on va trouver le nouveau nom pour l'école. Et celui-ci va être en fonction à partir de l'ouverture du 3e pavillon. Mais pour l'instant, on va déjà l'avoir. Donc, voilà, je vous invite à voter. Puis c'est des propositions qui sont faites ou alors c'est vraiment oui, eux qui choisissent? Il y a un comité qui a travaillé pour trouver des propositions. Donc, puis ça, c'est assez complexe, là. On a eu beaucoup de rencontres parce que c'est pas n'importe quel nom qui peut être donné à un bâtiment. Donc, il y a 4 propositions. Puis pour chaque proposition, il y a 3 noms pour les 3 pavillons. Okay. En fait, on va appeler ça les 3 bâtiments. Maintenant, c'est comme ça qu'on doit le dire. Donc, il faut trouver 4 noms, en fait. Ça a été assez complexe, mais c'était intéressant. C'était le fun à faire. Pour commencer, pouvez-vous nous parler de ce que représente pour vous la Journée internationale des droits des femmes? Pour moi, c'est une journée très importante parce que même si la société a beaucoup évolué, en 2025, les femmes n'ont pas encore autant de droits que les hommes. Et il y a un proverbe qui dit « petit train va loin ». Donc, plus qu'on en parle, puis plus qu'on fait de la promotion, plus que ces dossiers-là avancent partout dans le monde. Donc, c'est une journée qu'il faut vraiment utiliser là, pour manifester nos désirs, nous, les femmes. Vous êtes directrice de l'école L'Adversaire Evangeline depuis l'an passé. Comment trouvez-vous cette fonction? Pourquoi avoir choisi ce poste? J'adore mon travail, là, je pense que ça paraît. Je suis quelqu'un de passionné. Pourquoi avoir choisi cette école? Parce que j'aime le quartier, j'aime les habitants du quartier. Et je trouvais qu'un mandat de réunification de 2 écoles, ça ressemblait beaucoup à mon style de leadership. Parce qu'on me reconnaît un leadership rassembleur et ça prenait ce type de leadership-là pour mener ce projet-là à terme dans la bonne humeur et l'ambiance, parce que dans tout changement, il y a il y a des personnes qui n'aiment pas le changement, donc ça prenait quelqu'un de rassembleur pour essayer d'amener un changement en douceur. Fait que je trouvais que c'était quelque chose qui me ressemblait, d'où mon choix de poste. Imaginons que vous puissiez inviter une femme marquante de l'histoire pour discuter avec vos élèves. Qui choisirez-vous et quel message souhaiteriez-vous leur transmettre? Moi, j'aurais choisi l'ancienne première ministre, Mme Marois, parce que je trouve que c'est une femme qui s'est rendue loin en politique puis qui a apporté des beaux changements. Elle n'est pas restée longtemps parce que son parti politique n'est pas resté longtemps au pouvoir, mais elle, en tant que femme, elle avait un discours très articulé, très posé, puis très bénéfique pour les femmes. Donc, je pense que c'est quelqu'un de qui on peut s'inspirer. Puis toi, Doua?
Moi, j'aurais dû choisir la Miss Québec parce qu'elle apporte plein de choses à la communauté. Par exemple, elle distribue des livres genre aux maisons des jeunes et les bibliothèques à côté. Très cool. Comment votre expérience personnelle en tant que femme a-t-elle influencé votre approche de la direction et votre gestion de l'école? Je ne sais pas si en tant que femme, ça apporte une différence au niveau de la fonction de direction. Moi, je trouve que je suis une main de fer dans un gant de velours. Peut-être mon petit côté féminin, là. Mais quand j'ai décidé quelque chose, je l'amène, mais je pense que j'y vais en douceur quand je propose des changements. Alors, est-ce que le petit côté maternel des femmes nous aide peut-être à sévir sans faire peur aux gens, par exemple, quand il faut faire respecter les règlements? Peut-être. Donc, je te dirais peut-être à ce niveau-là. Sinon, ben, en tant que femme, ben, on le sait que les droits ne sont pas acquis, donc de toujours avoir cette vigilance-là au niveau de la gestion, je pense que ça peut apporter ça aussi. Est-ce que vous avez une idée de quel genre de droit, justement, il y a encore une inégalité en ce moment dans cette société-là? Bien, au niveau des droits, je pourrais pas te dire, mais au niveau de l'accès à l'emploi, de l'accès à des postes d'importance, ben moi, je pense qu'on n'est pas encore à 100% là. Est-ce que vous l'avez ressenti justement pour votre poste? Absolument. Moi, je l'ai ressenti, ben pas trop, mais je l'ai senti. Maintenant, je pense que ça se fait plus, mais tu sais, je suis une vieille directrice, on va dire ça, là. Je le sais que ça paraît pas, mais j'ai 53 ans, là. Bon, mais c'est sûr qu'au début de ma carrière, j'ai quand même passé quelques entrevues, puis je me souviens, je dirais pas pour quelle compagnie, là, puis je dirais pas pour quelle école, mais je me souviens de m'être déjà fait dire « Ah, t'as fait une excellente entrevue, mais malheureusement, on cherche un homme. » Ah ouais? Oui, on cherche un homme parce que donc dans ce milieu-là, on aurait besoin d'un homme pour avoir une présence masculine. Moi, personnellement, je trouve que dans un poste de gestion, que tu sois une femme ou un homme, ça change rien. Donc, puis je pense qu'on a d'aussi bonnes directrices que de directeurs. Alors, quand je me suis fait dire ça, j'ai été un petit peu sonnée, je vous dirais. Puis, c'était décourageant parce que je le savais que j'avais fait une excellente entrevue, peut-être la plus belle entrevue de ma vie. Okay. Puis je le savais que si on ne me prenait pas, c'est juste parce que je n'étais pas un homme et non pas parce que je n'avais pas les qualifications ou parce que ça n'avait pas bien été. Et moi, j'aime pas ça, faire des entrevues. Là. J'ai comme une peur panique des entrevues. Puis celle-là, j'avais été très bonne. Je suis capable de le dire, là, puis on m'a pas pris parce que je n'étais pas un homme. Alors, ça m'avait insulté un peu, je vous dirais. Voilà. Puis, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est encore possible, ça? Non, je pense pas. Je pense que maintenant, on n'aborde plus ça comme ça, une chance, parce que... Mais est-ce que c'est fait indirectement, peut-être? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne va pas le dire spécifiquement « je recherche un homme », mais que d'une manière ou d'une autre, ils vont sélectionner autrement? Peut-être dans certains milieux. Je ne crois pas que c'est quelque chose qui se fait actuellement en éducation, surtout pas. Puis surtout pas au Centre de services de Montréal, parce que je participe souvent au processus d'embauche, puis on a vraiment, tu sais, dans notre politique, là, l'égalité des chances, puis... favoriser, pas favoriser, mais intégrer des gens de la communauté autres que ceux qui sont nés au Québec, par exemple. Et nous, chez nous, ça paraît beaucoup, là, au niveau, par exemple, de notre équipe école et même de l'équipe de direction, là, c'est des gens de partout dans le monde qui représentent bien le monde actuel dans tous ses aspects. Donc, je ne crois plus que ça se fait. Au niveau de l'éducation, mais peut-être, oui, dans d'autres compagnies. J'aimerais penser que ce n'est pas le cas, mais malheureusement, je pense que c'est encore le cas. Y a-t-il une décision ou un projet que vous avez mis en place en tant que directrice et que, selon vous, aurait été plus facile ou difficile à faire accepter si vous aviez été un homme?
Non, non, je pense pas, parce que mettre des projets en place, ça, c'est ton leadership et ton côté de gestionnaire là, qui amène ça. J'ai pas souvenir, en tout cas, d'avoir dit « Ah, si j'étais un gars, ça aurait mieux passé ». Pas dans ma fonction, non. Que pensez-vous de la persévérance, de la réussite scolaire et de l'intégration chez les jeunes en classe d'accueil? Cette situation est-elle plus difficile pour les filles? Sont-elles plus vulnérables à des discriminations cibles? Bien, je ne crois pas. Puis le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est moi-même. Parce que moi, je suis arrivée au Québec, j'avais 14 ans. Je ne parlais pas français, je ne parlais pas anglais non plus. Puis j'ai fait les classes d'accueil à l'école secondaire Saint-Luc. En sortant de la classe d'accueil, ben, j'ai pris un... J'ai commencé le cégep, puis après ça, je me suis dit, j'ai comme un gros accent encore, j'ai le goût de travailler ça. Fait que je suis partie travailler dans le Nord, dans un camp de vacances. J'ai appris toutes les chansons des chansonniers québécois de l'époque. J'ai bien pratiqué mon français. Je pense que j'ai plus vraiment d'accent aujourd'hui, mais ça, c'est quelque chose que moi, je voulais faire. Puis j'ai eu accès à tous les métiers, toutes les études que j'ai voulu. Alors, est-ce que être une fille dans une classe d'accueil, c'est plus difficile que d'être un gars? Je ne crois pas. Par contre, ceci étant dit, être une fille, quand tu arrives au Québec, dans certaines cultures, par exemple, où la femme, c'est elle qui doit faire le ménage, qui doit s'occuper des enfants ou des frères et sœurs de la fratrie à la maison, oui, ça pourrait avoir une incidence. Parce que souvent, c'est les grandes sœurs qui vont s'occuper des petits frères, par exemple. Donc, si tu as une fratrie qui a 4-5 enfants, que les deux parents travaillent, bien, la plus vieille des sœurs, en général, va arriver vite à la maison, s'occuper de la fratrie, préparer le souper, au lieu d'être à l'école en train de faire du tutorat, en train de faire partie d'un comité ou tout simplement s'amuser avec des amis. Donc, à ce niveau-là, est-ce que ça peut être dérangeant ou ça peut être plus difficile? Oui, mais pas seulement pour les classes d'accueil, pour toutes les classes, mais particulièrement à l'accueil, puisque l'ayant vécu, les parents, quand ils changent de pays, ils travaillent fort, souvent les deux, pour avoir un avenir prospère. Donc, on est un petit peu dans la survie, hein? On vient de changer de pays, on a du travail, on a des études en même temps, c'est pas facile. C'est plus à ce niveau-là. Mais pour le reste, non. C'est d'où que vous venez? Moi, je viens de Barcelone. OK. Ouais. J'aurais dit libanaise, je sais pas du tout pourquoi, mais ouais. Ben, ça se peut, hein? L'Espagne a été colonisée pendant 8 siècles là, par les Arabes. Là. À l'époque, on disait les Morts. Là, maintenant, c'est plus ça. Alors, c'est sûr, j'ai des racines arabes du côté de ma mère, probablement, puis des racines suédoises du côté de mon père, probablement. Donc, c'est comme ça. En Europe, là, on est de tous les peuples. Ouais. Est-ce que tu trouves justement que tu vois une différence entre les filles et les garçons en classe d'accueil? Ouais. Dans quoi? Bah plutôt parce que les filles sont plutôt timides, genre ils peuvent pas s'exprimer plus facilement. Bah, ils ont peur de faire des fautes quand ils parlent devant les autres, genre des classes régulières. Par exemple, moi je suis en classe d'accueil. Avant, j'avais peur de parler, faire des fautes quand je parlais. Bah la plupart parce que des fois, les gars des classes régulières ou les filles commencent à genre rigoler, genre tout ça, c'est ça. Puis les garçons, eux, ils ont pas peur de parler ou quoi que ce soit, puis qu'on se moque d'eux? Parce que quand tu te moques d'un gars, il peut te répondre. Ok, genre, puis une fille peut pas te répondre? Elle est timide, genre elle peut pas parler. Ok. C'est plus, tu penses que c'est plus de la timidité ou plus de la maturité? En fait, les deux, je pense. Les deux, hein, c'est ça. C'est que les garçons puis les filles à l'adolescence, ils ont le même âge, mais ils n'ont pas le même degré de maturité normalement. Mais pourquoi c'est lié à la maturité que le fait que les filles n'osent pas parler? J'ai du mal à faire le lien. Ben en fait, c'est pas ça. C'est que les garçons, si... Je dis ça, là, sous toute réserve, là, ils vont se moquer peut-être plus. Ouais. Fait que là, tu veux pas te faire moquer par un garçon. Alors, pourquoi les garçons sont plus moqueurs? C'est plus à ce niveau-là que je dis, c'est peut-être parce qu'ils sont moins matures et non plus parce que c'est des garçons, tu sais, mais je me trompe peut-être. Toi, tu le vis actuellement.
C'est ça, hein? Fait que les garçons sont plus moqueurs que les filles dans les classes d'accueil? Ouais. Oui? OK. C'est bien. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes filles qui aspirent à des postes de leadership, que ce soit dans le milieu scolaire ou ailleurs? Ben moi, je pense que l'important, c'est vraiment de beaucoup, beaucoup s'impliquer dans tout, faire du bénévolat. Puis, de mon expérience, là, moi, je dis tout le temps, l'important dans la vie, c'est d'être spectaculaire. Bon, c'est une niaiserie que je dis souvent, mais quand tu arrives à quelque part, il faut que les gens sachent t'es qui, il faut que les gens te connaissent. Il faut que tu te démarques si tu veux aspirer à un poste de leadership plus tard. Alors, se démarquer de la bonne façon. Donc, pour se démarquer de la bonne façon, bien, on va s'impliquer, on va faire du bénévolat, on va participer au comité. Moi, au sein du centre de service, bien, je m'implique dans beaucoup, beaucoup de comités avec la direction générale, avec les directions de service. Fait que ça me permet, de mieux connaître l'organisation pour laquelle je travaille, mais aussi de me faire connaître des gens. Donc, quelqu'un qui ne s'implique pas puis qui reste dans son petit coin sans rien faire, ça va être plus difficile après là, pour avoir une crédibilité, là, puis justement passer des entrevues, avoir des belles expériences, puis avoir des trucs à dire, puis des savoir-faire qu'on va avoir acquis en faisant partie de ces comités-là. Donc, moi, c'est ça que je recommanderais aux filles, surtout. Selon vous, quels sont les plus grands défis auxquels les femmes font encore face aujourd'hui, en particulier dans le domaine de l'éducation? Bien, un peu en lien avec ce que je disais, hein, pour les filles, c'est plus difficile des fois de faire des études pour deux raisons principalement. La première, c'est que en l'absence de père ou de mère, c'est plus les jeunes filles qui vont avoir la charge du reste de la famille. Ça, c'est la première raison. Puis la deuxième raison, bien, quand tu es une femme, si tu tombes enceinte, c'est toi qui vas porter les enfants, n'est-ce pas? Alors, il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui tombent enceintes en jeune âge et que, par la force des choses, ils doivent arrêter leurs études. Donc, il y a beaucoup de femmes qui font le choix d'avoir des enfants jeunes. Par exemple, moi, j'ai fait ce choix-là. Aujourd'hui, mon plus jeune a 27 ans. Donc, c'est un adulte, là. J'ai plus besoin de m'en occuper, là, tu sais. Et là, moi et mon mari, on est tout seul chez nous, puis on est capable de vivre une vie super parce qu'on ne s'occupe plus d'enfants, mais on va bientôt s'occuper de petits-enfants, par exemple, parce que ma plus vieille, elle a 31 ans. Okay. Donc, elle va sûrement avoir des enfants bientôt. Mais tout ça pour dire, je ne vais pas aller dans ma vie personnelle, mais tout ça pour dire que les femmes qui ont des enfants, bien, souvent, ils vont mettre leur carrière en veilleuse pour, justement, là, les élever un petit bout ou arrêter les études parce que le temps que tu as des enfants, comme moi j'ai fait, puis quand j'ai accouché de mon deuxième, j'ai poursuivi mes études. Fait que c'est pas grave, mais c'est plus long pour les femmes de terminer leurs études de façon continue parce qu'elles ont on va dire, la responsabilité physique de porter les enfants. Donc, si les hommes les portaient, ça ne serait pas la même chose, mais là, c'est nous. Et ça, c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc, souvent, en tant que femme, oui, il faut être plus patiente. Tes études vont peut-être être plus longues ou tes promotions vont peut-être venir moins vite parce que ta vie est entrecoupée, si tu as des enfants, là, ta vie est entrecoupée de petites périodes où tu ne travailles pas. Maintenant, avec la conciliation travail-famille, c'est plus facile, mais dans mon temps, c'était pas si facile que ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'améliorent avec le temps, mais il en manque encore. Il manque du chemin à faire. Puis il faut être vigilante comme femme parce que les droits se perdent facilement. Et on le voit dans le contexte actuel. Je vous donne un exemple, puis je ne veux pas parler de politique, mais je vais quand même le faire. Il y a certains pays où les femmes avaient beaucoup de droits, puis que tout d'un coup, en 1 an, ils les ont tous perdus, là. Je pense à l'Afghanistan, par exemple, que tout le monde connaît. Donc, je ne connais pas ce pays-là. Je n'y suis jamais allée. Mais au niveau des droits des femmes,
ben, le peu de droits qu'elles avaient il y a 10 ans, elles ne les ont plus du tout, là. Alors, est-ce que parce que maintenant, ça va mieux, il faut dire, OK, c'est beau, les filles, on a des droits maintenant, on arrête de se battre, on arrête d'en parler? Non, parce que les droits sont pas acquis. Tu peux les perdre rapidement. Et penser à certains pays où les partis politiques changent, puis que tout d'un coup, les droits des femmes sont bafoués, puis on le voit aux États-Unis actuellement, là. Donc, il y a un recul au niveau du droit des femmes, donc il faut vraiment s'en occuper à temps plein, je dirais. Selon vous, quels sont les domaines où les femmes rencontrent encore le plus d'inégalités? Bien, justement, là, tu sais, pour diriger des entreprises, diriger des pays, c'est plus difficile, là, pour La une politique. femme encore, là. Et la politique, je vous dirais, beaucoup. Mais bon, tu sais, il y en a un peu partout, là, mais surtout à ce niveau-là. Je pense que, là, je vais dire quelque chose de très, très féministe, là, mais je pense que les pays dirigés par les femmes, là... Ils ont peur. Ouais. Puis, mais je trouve qu'ils vont mieux, ces pays-là. Voilà. Je voulais juste répondre justement sur ce que vous avez dit justement, de dire que les droits sont pas acquis, alors que tout à l'heure, quand j'ai posé la question à Doua de lui demander pour toi justement la journée internationale des droits des femmes, qu'est-ce que ça représente pour toi? Tu m'as répondu justement que rien, parce qu'elle a l'impression que justement les droits pour elle à cet âge-là sont acquis. Mm-hmm. Donc j'aimerais juste, quand elle te donne des exemples justement comme ça, en te disant, par exemple, est-ce que tu as des frères et sœurs? Non. Tes copines, elles ont des frères et sœurs? Ouais. Est-ce que certaines de tes copines, elles s'occupent de ses petits frères et ses petites sœurs, et puis que tu vois justement qu'elles ont plus de responsabilités? Est-ce qu'en te donnant des exemples comme ça, tu as l'impression de voir certaines choses ou pas? Ou pour toi, ça paraît toujours un peu flou? C'est plutôt flou. C'est encore flou pour toi? Oui, c'est ça. C'est normal, hein, parce que tu es encore très jeune, puis il y a beaucoup de choses que tu n'as pas vécues encore. Puis la nouvelle génération, c'est un peu ça qui est, je trouve, un peu dangereux pour le droit des femmes, c'est que la nouvelle génération sont nées dans des conditions où elles ont l'impression, justement, qu'on a des droits, puis c'est vrai, on en a maintenant, mais ils n'ont pas vécu le avant. Donc, ils n'ont pas le moyen de comparer. Ils ont moyen de comparer quand ils voyagent, mais là, ils sont trop jeunes pour voyager. Et quand ils voyagent dans certains pays où les droits ne sont pas acquis, puis c'est pas nécessairement les pays qu'on a le goût de visiter comme femmes. Alors, à un moment donné, elles vont le vivre, mais c'est vraiment important d'en parler puis de leur expliquer. Mais justement, quand t'es marocaine, c'est ça? Quand tu vas au Maroc, est-ce que là, tu vois une différence? Ou pas, comment la femme est traitée puis comment l'homme est traité? Pas forcément pour dire que... Tu vois une différence? En quoi tu la vois? Genre, tu la vois où? Le respect. Ok, le respect, tu trouves qu'on donne moins de respect aux femmes ou aux hommes? Oui, mais pas dans toutes les villes. Ok. Les villes. Pas dans les villes? Genre, il y a des villes où la femme est plutôt respectée et d'autres, elle n'est pas respectée du tout. Dans quel sens elle n'est pas respectée? Genre, on peut l'agresser, tout ça. OK. Donc, il manque une certaine sécurité à l'extérieur. Ouais. OK. Puis, est-ce que tu as d'autres idées, genre, que tu vois au Maroc, par exemple, et que tu vois une certaine différence entre les femmes et les hommes? Les postes. Les postes aussi, genre, aussi le travail. Ouais. Puis, est-ce que tu penses que ces éléments-là, genre la sécurité et puis l'emploi, est-ce que tu trouves qu'il y a ça au Canada ou pas du tout? En fait, oui. Parce que déjà, chez nous, la femme, plutôt sa place, c'est dans la cuisine, genre, on dit. Ok, donc traditionnellement, la femme, sa place est dans la cuisine. Ouais. Puis toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que je suis pas d'accord. T'es pas d'accord? Ok. Pourquoi? Parce qu'en fait, t'es une femme, t'es libre, tu fais ce que tu veux. Ok, puis t'as l'impression que dans la tradition marocaine ou dans d'autres cultures, etc., que vraiment on dépose... Toi, tu le ressens, genre? Mais oui, mais pas... Genre, maintenant, ça va. Avant, c'était comme... La femme était obligée de rester chez elle. Elle pouvait pas travailler. Elle était obligée, genre, d'obéir son mari, genre, chez son homme, tout ça. Ses enfants, c'est tout.
Ok, mais ça, c'est que des histoires qu'on te raconte. Tu l'as jamais vraiment vécu, c'est ça? En Genre, fait, tu l'as jamais. j'avais une tante qui a vécu ça. Ma Ok. tante. Ok. Puis si elle avait voulu travailler, puis qu'elle avait dit à son mari, peux-tu, toi, rester à la maison puis t'occuper des enfants, tu penses que ça aurait fonctionné? Je pense pas. Tu penses pas? Ça aussi, c'est une différence dans les perceptions aussi. Hein? Oui, mais moi, je me pose la question. C'est une réflexion un peu plus loin. C'est que je me pose la question, finalement, c'est qu'une perception culturelle. Donc, je sais pas à quel point c'est quelque chose de négatif parce qu'on l'exprime comme si c'était quelque chose de négatif de dire que la femme a la place dans la cuisine ou quoi que ce soit dans certaines cultures, alors que littéralement c'est juste une perception, puis nous on dépose notre perception occidentale de se dire qu'on est libre, etc. Exact. Alors qu'il y a des femmes qui sont dans la cuisine qui se sentent extrêmement libres aussi. Oui, tout à fait. Puis il y a beaucoup de femmes d'ici qui rêveraient justement de ne pas être obligées de travailler puis de rester à la maison, mais elles pourraient aussi, mais à quelque part on est aussi beaucoup maintenant dans une société très, très matérialiste, puis on veut toujours avoir une plus grande maison, puis un plus beau, une plus belle voiture. Alors, il y a des couples qui font le choix de juste avoir une personne qui travaille, puis d'avoir une plus petite maison, puis de se promener en autobus. Oui, tu as raison, on est dans les perceptions, mais il y a quand même des endroits où c'est plus facile de percer comme femme dans le marché du travail que d'autres. 100%. Oui. Mais c'est surtout, je trouve que l'importance dans cette journée-là, c'est d'avancer le fait que la femme a une certaine liberté, puis que n'importe quoi qu'elle fait, genre, et qu'on se met d'accord, que ce soit traditionnellement ou alors dans une vision professionnelle ou quoi que ce soit, c'est que tant que c'est elle qui prend la décision, pour moi, c'est ça qui est le plus important, parce que de temps en temps, c'est les hommes qui prennent la décision, ou alors la famille, ou alors la tradition, justement, où on s'enferme là-dedans, et que c'est comme ça que genre, les schémas se reproduisent à chaque fois. Oui, parce que ça prend le dessus sur ton choix individuel. Exactement. C'est ça. Je suis très d'accord avec toi. Pensez-vous que les mentalités évoluent aussi vite en matière d'égalité des sexes? Attends, tu peux répéter? Pensez-vous que les mentalités évoluent assez vite en matière d'égalité des sexes? Qu'elles évoluent assez vite? Ben, assez vite, non. Ça ira jamais assez vite, mais ça évolue tranquillement. Là, ce qu'il faut éviter, c'est un recul. Puis actuellement, je trouve qu'on assiste à une tentative de recul au niveau de l'égalité des sexes. Moi, c'est plus ça qui me fait peur, mais est-ce que ça évolue assez vite? Non, mais il y a beaucoup de choses dans la vie qui évoluent pas assez vite, là. Comment pouvons-nous, en tant que jeunes, contribuer correctement à l'égalité entre les femmes et les hommes? Mais ça, tu peux y répondre aussi, hein? D'après toi? Je sais pas vraiment, mais je pense que peut voir genre dans les postes, tout ça, on peut voir la différence du travail. Comme vous venez de dire, on accepte plutôt l'homme que la femme dans des travaux, tout ça. Mais selon toi, dans ton rôle à toi maintenant, qu'est-ce que tu pourrais faire, genre, pour ta propre vie, hein, c'est pas obligé de le déposer dans la société ou quoi. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour que ça t'arrive pas? Pour que, par exemple, si tu cherches un poste dans quelques années et que tu sais que ça peut arriver, qu'est-ce que tu ferais pour que ça arrive pas? Ou alors d'autres contextes. Tu sors la nuit, il est genre, je sais pas, minuit, tu rentres chez toi, puis tu vois qu'il y a un gars, il te suit, etc. Quelle situation tu peux faire en sorte que ça n'arrive pas? Ouais, je sais pas, mais... Tu sais pas comment tu pourrais? Est-ce que tu trouves qu'un podcast comme ça aide? Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui savent pas, genre, nouvelles informations. Ok, donc le fait de communiquer, ça aide, tu trouves? De sensibiliser? Ok. Très important. Puis l'éducation joue un rôle capital là-dessus. Donc, c'est pour ça que dans les écoles, on a des cours de culture et citoyenneté québécoise, on a des cours d'éducation à la sexualité, on a toutes sortes de cours autres que français, mathématiques puis les matières de base pour justement enseigner aux élèves là,
toutes ces valeurs-là qui sont importantes pour notre culture québécoise, parce qu'on est tous des Québécois, après tout, on habite tous au Québec. Alors, c'est notre culture maintenant, puis c'est nos valeurs auxquelles on doit adhérer en tant que nation, là, si on veut. Quel est le plus grand progrès réalisé ces dernières années en matière des droits des femmes? Ça, je pourrais pas te dire. J'ai pas fait une grande recherche là-dessus, mais peut-être que vous êtes plus au courant que moi. Les plus grandes réalisations dernièrement, je serais incapable de répondre à cette question-là, puis j'aimerais bien avoir la réponse, par exemple. Tu vois, je vais t'inviter à faire une recherche là-dessus, puis venir me le dire la semaine prochaine à l'école, OK? Très bien. Tu peux clôturer si tu veux, si tu le sens. Ok. Puis vous aussi. Est-ce que vous avez des questions? Non, moi, j'ai pas de questions, mais moi, ce que je tiens à dire, c'est que Doua, je l'ai connue quand elle est arrivée à l'accueil. Ça fait peut-être 2 ans, hein, Doua? 3? OK. Puis, je trouve que vraiment, tu as beaucoup évolué. Là, au niveau de... Écoute, on dirait que t'es rendu avec un accent super le fun. Tu sais, on dirait pas que ça fait juste 3 ans que tu es ici, premièrement. Deuxièmement, je trouve que tu t'es très bien intégrée. Alors, je voulais te féliciter. Puis en plus, t'es beaucoup plus mature maintenant qu'avant. Puis le fait que tu sois impliquée dans la maison de jeunes, que tu fasses des podcasts, bien, c'est un peu ça. C'est un peu ça qu'il faut faire pour bien s'intégrer dans la société puis faire preuve de leadership. Alors, tu es vraiment dans le bon chemin, comme femme, mais juste comme citoyenne. Alors, je te félicite, toi, vraiment. Merci. Ouais. Puis je voulais vous remercier de m'avoir invitée parce que merci à vous. Ça m'a permis de donner mon opinion sur ce sujet-là qui est quand même très, très, très important. Et c'est ça, je pense que les femmes doivent parler, les femmes doivent s'informer et il ne faut pas dormir sur ses lauriers, il ne faut pas s'endormir en pensant que tout est beau. C'est pas le cas et un recul des droits des femmes est très possible dans les circonstances actuelles, puis je pense qu'il faut vraiment s'en occuper. Merci encore Madame Thomas pour cet échange enrichissant et inspirant. Il est essentiel de continuer à mettre en lumière les parcours des femmes et à encourager les jeunes filles à croire en elles. Et la Journée internationale des droits des femmes nous rappelle que chaque voix compte et que le chemin vers l'égalité se construit ensemble, jour après jour. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Journée internationale des droits des femmes. Merci à toi. Merci. Nos épisodes sont disponibles sur les plateformes Deezer et Spotify, ainsi que sur YouTube à MDJ BC Studio. Ces balados sont présentés par la Maison des Jeunes de Bordeaux-Cartierville.